Alors, le traitement de la maladie à corps de Lévy, ça n'est pas une mince affaire. Ça n'est pas une mince affaire, le traitement de la maladie à corps de Lévy, parce que finalement, euh, comment vous dire ça? D'abord, il faut bien repérer les symptômes. Alors, c'est pour ça qu'on vous en a beaucoup parlé avec mes collègues. Deuxième chose, il faut voir à quel point c'est gênant ou pas, à quel point ça impacte ou pas le quotidien du patient, parce qu'il faut se méfier des effets secondaires des médicaments. Et puis, dans de rares cas, mais ça arrive, vous avez des patients qui ne supportent pas les traitements et qui peuvent finalement ne pas tolérer beaucoup de traitements qui pourtant, chez d'autres patients, vont faire du bien. Donc c'est une situation qui est difficile. Traiter la maladie à corps de Lévy, c'est difficile pour le médecin de bien traiter la maladie à corps de Lévy, et ça nécessite vraiment une alliance forte entre le médecin qu'on va qualifier de spécialiste, hein, c'est-à-dire soit le gériatre, soit le psychiatre, soit le neurologue, avec le médecin généraliste, et aussi et surtout, j'ai envie de dire, avec le patient et sa famille, alors souvent un proche, hein, souvent le conjoint, mais pas forcément, peu importe, et tout ça, tous ensemble, essayer d'optimiser le traitement de la maladie à corps de Lévy. Très compliqué, je vous l'assure. Et c'est une leçon souvent d'humilité de traiter les patients atteints de maladie à corps de Lévy parce que tout le monde se trompe. Et donc, on fait ce qu'on peut finalement, mais on a quand même des armes. Et c'est ça le côté positif. On a des armes et il faut les utiliser. Alors, ce qui est important avant tout, puisqu'on parle de traitement, c'est que je vous fasse mes déclarations, c'est-à-dire que il faut que vous sachiez que j'ai déjà fait des présentations sur la maladie à corps de vie et la maladie d'Alzheimer pour Roche, Biogène et Esaï, et qui m'ont rémunéré pour cela. Donc, c'est important que vous le sachiez. Je fais partie d'un board Esaï sur la maladie d'Alzheimer, donc là, c'est un peu loin de notre sujet. Et j'ai été coordonnateur national de plusieurs essais thérapeutiques, mais là, je n'ai pas été rémunéré pour cela, mais par contre, le CHU de Strasbourg a eu une rémunération pour cette coordination nationale de plusieurs essais thérapeutiques, notamment sur la maladie à corps de Lévy. Et par ailleurs, j'ai eu des financements de recherche divers, mais en particulier des projets hospitaliers de recherche clinique au niveau national et au niveau interrégional. Voilà, les déclarations sur les médicaments étant faites, je pense qu'on peut attaquer maintenant le traitement médicamenteux, puis après on va parler, enfin les traitements médicamenteux, et après on parlerait des traitements non médicamenteux. Alors, pour le traitement médicamenteux, on va commencer à tout seigneur, tout honneur, par les troubles cognitifs, parce que c'est ça qui est quand même le plus souvent présent. Eh bien, le traitement médicamenteux des troubles cognitifs, il y en a deux principaux qui sont très intéressants. C'est le donépésil ou Aricept, et c'est l'arivastigmine ou Exelon. Alors, je ne parlerai pas des doses, mais je les ai affichées les doses quand même, parce que s'il y a des collègues médecins ou des infirmiers ou des professionnels de santé qui nous écoutent aussi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les doses. Je vais vous parler simplement des médicaments, hein, pour que ce soit plus simple. Donc, ces médicaments, ce sont deux médicaments qui vont augmenter l'acétylcholine dans le cerveau. Donc là aussi, c'est une hormone ou un neurotransmetteur du cerveau qui manque beaucoup dans la maladie à corps de Lévy. Et le fait de donner le donépésil ou l'arivastigmine, hein, peu importe, puisqu'ils semblent avoir des efficacités assez comparables, eh bien, ça permet d'augmenter l'acétylcholine et donc c'est un plus pour les patients qui ont des difficultés cognitives. Ça semble être un plus aussi pour les patients qui ont des fluctuations cognitives. Et c'est un plus, on va en reparler tout à l'heure, pour les patients qui ont des hallucinations visuelles. Donc vous voyez que ces médicaments, c'est des médicaments qui sont intéressants à plusieurs titres. Deux problèmes. Premier problème, c'est qu'ils ont été déremboursés il y a maintenant plusieurs années, il y a au moins 6 ans maintenant, et que donc ils sont payants, et donc ça coûte quand même chaque mois pour le patient et sa famille. Deuxième problème, alors ils ont été déremboursés par rapport à leur rôle sur la maladie d'Alzheimer, parce que leur rôle sur la maladie à corps de Lévy, qui est véridique, n'a pas été, si vous voulez, les laboratoires n'ont pas demandé d'autorisation de mise sur le marché pour la maladie à corps de Lévy. Et alors le grand défaut de la France pour les médicaments, c'est que tant que le laboratoire ne demande pas d'autorisation de mise sur le marché, c'est très compliqué pour que le médicament soit autorisé. Voilà, donc c'est un peu paradoxal parce que finalement, et ce n'est pas les seuls, hein, il y a beaucoup de médicaments comme ça qui sont très utiles et qui ne sont pas en France parce que le laboratoire considère que ce n'est pas très intéressant financièrement. Bon, alors, deuxième problème, c'est que ça peut être mal supporté. Mal supporté parce que ça entraîne des troubles digestifs. Alors, les troubles digestifs, ça peut être des nausées et des vomissements. Alors, ça, c'est embêtant. Et souvent, là, s'il y a trop de nausées, trop de vomissements, bah, on arrête le médicament et on ne pourra plus le reprendre.
L'autre chose, c'est que ça peut accélérer le transit. Alors ça peut par contre, c'est-à-dire chez les patients qui sont constipés, parce qu'on vous en a parlé tout à l'heure, mais la constipation est fréquente dans la maladie à corde de Lévy, ça peut avoir un avantage. Donc l'effet secondaire peut être avantageux parfois. Euh, pour ce qui est aussi des patients qui ont des maladies cardiaques, il faut être très prudent. Et donc, pour ces patients-là, il faudra faire soit un électrocardiogramme, soit un avis chez le cardiologue, soit les deux, en fonction de ce que le médecin constatera. Hein. Donc, il faut être très prudent parce que ça peut entraîner une bradycardie, c'est-à-dire une baisse de la fréquence cardiaque, et donc que le patient peut à ce moment-là faire des malaises, voire des syncopes. Donc, malheureusement, je dirais qu'il y a à peu près la moitié des patients atteints de maladie à corde de Lévy qui ne peuvent pas bénéficier de ces traitements parce qu'il y a des contre-indications cardiaques. Vous voyez, c'est assez embêtant, ça. Donc, on a besoin de nouveaux traitements, évidemment. Pour savoir un petit peu quelle est leur efficacité, pour simplifier, en gros, les patients atteints de maladie à corde de Lévy, ils baissent chaque année d'un point sur le MMS, hein, qui est une échelle que nous utilisons tous, nous spécialistes de la maladie à corde de Lévy. Et cette baisse de 1 point par an, eh bien, elle peut être compensée par ce médicament, puisque avec ce médicament, donc soit le donépézil, soit la rivastigmine, on augmente de 2 points ce test qu'on appelle le MMS. Donc, ça semble être intéressant et souvent c'est intéressant pour une majorité de patients. C'est-à-dire que le patient ressent un mieux ou l'entourage ressent un mieux, notamment au niveau cognitif, mais aussi éventuellement sur les hallucinations. Pour les hallucinations, justement, eh bien, il faut là aussi bien observer et savoir quel est le problème. Si les hallucinations sont un peu banales, c'est-à-dire qu'elles ne font pas peur aux patients, elles n'entraînent pas d'anxiété, elles ne s'accompagnent pas de délire, hein, voilà, eh bien, à ce moment-là, en général, ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre de traitement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas traiter toutes les hallucinations. J'insiste là-dessus. L'essentiel, par contre, c'est que le patient et sa famille comprennent que ces hallucinations, comment dire, font partie de la maladie. Et si on considère qu'elles font partie de la maladie, ben, ça va mieux déjà. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi on a ces visions ou ces hallucinations. Si par contre les hallucinations commencent à être discrètement gênantes, c'est-à-dire elles sont un peu anxiogènes, hein, le patient devient anxieux à cause des hallucinations, ou elles lui font peur, ou alors le patient a du mal à les critiquer, c'est-à-dire qu'il a l'impression de vraiment les vivre, eh bien à ce moment-là, on peut introduire les médicaments de tout à l'heure, c'est-à-dire le donépézil ou la rivastigmine. Si par contre, et là, moi j'ai des patients comme ça, sous donépézil, rivastigmine, qui vont plus faire d'hallucinations pendant 5, 6, 7, 8 ans, parfois 10 ans. Hein, donc c'est particulièrement efficace chez certains patients. Si par contre les hallucinations deviennent fortes et envahissantes, ou alors avec un délire, eh bien là, le traitement de référence, ce sera la clozapine, et surtout pas les autres neuroleptiques, en tout cas dans un premier temps. Hein, donc les autres neuroleptiques sont contre-indiqués. Donc la clozapine qu'on peut mettre à 1/4 de comprimé au coucher, c'est-à-dire à des toutes petites doses. C'est-à-dire que ce n'est pas de la clozapine à forte dose, hein, c'est la clozapine à toute petite dose. Enfin, j'aimerais rappeler que c'est pour ça que je parle de toute petite dose, hein, puisque 1/4 de comprimé de 25, ça fait en gros 6 mg. 6 mg, alors que chez les patients qui ont une schizophrénie un peu résistante au traitement, on peut monter la clozapine jusqu'à 1200 mg. Donc, vous voyez que là, on est beaucoup, beaucoup plus bas. Mais juste à ces toutes petites doses, quasiment finalement homéopathiques, eh bien, on arrive à souvent améliorer les patients. Mais malgré ces petites doses, eh bien, il peut y avoir une sédation, c'est-à-dire que les patients peuvent être très fatigués, voire s'endormir beaucoup, parce que ça va majorer les fluctuations. Et surtout, il faudra être prudent lorsque les patients font une infection ou alors une maladie aiguë supplémentaire. Souvent, il faudra diminuer la clozapine. Alors, si c'est 1/4, c'est difficile de la diminuer, on peut à ce moment-là l'arrêter momentanément. Ou alors, si on est à 1/2 ou 3/4 ou un comprimé, on pourra diminuer la clozapine pour que finalement le patient ait un peu d'énergie quand même pour lutter contre l'infection ou contre la maladie aiguë. Ça marche aussi, mais on n'a pas beaucoup de preuves de ça sur ce qu'on vous a parlé tout à l'heure, comme le syndrome de Capgras, hein, c'est-à-dire le délire des sosies, où on a l'impression qu'un proche est en fait un autre et que c'est comme, comme si quelqu'un s'était déguisé pour ressembler au proche. Voilà, on a fini sur les hallucinations, en tout cas du point de vue médicamenteux. Pour le syndrome parkinsonien. Alors, pour le syndrome parkinsonien, deux choses importantes à savoir, enfin, trois choses importantes à savoir, je dirais. Un,
Pour le syndrome parkinsonien, il faudra éviter tout ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques. Alors, je vous ai mis quelques exemples, Neupro, Rékip, etc. Pourquoi ces médicaments peuvent être prescrits? Parce que il arrive parfois que la maladie à corps de Lévy soit confondue avec une maladie de Parkinson. Et à ce moment-là, dans le cas de la maladie de Parkinson, on va plutôt mettre ce type de médicament au début de la maladie. Et le risque, si on met ce type de médicament chez un patient atteint de maladie à corps de Lévy, alors parfois ça marche et ça se passe bien, mais mon expérience me dit qu'il arrive parfois, et même assez souvent, que les patients développent plus d'hallucinations, plus de confusion si on les met sous agonistes dopaminergiques. Donc pas d'agonistes dopaminergiques en général. On mettra par contre, ça c'est le deuxième point, la levodopa, alors qui s'appelle Cinémètre ou Modopar. Les équivalences de doses ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'un Cinémètre 50 mg, c'est un Modopar 62,5 mg. Ça c'est important à avoir bien en tête. On commencera par une fois par jour pour savoir si le patient tolère bien le médicament, on laissera passer une semaine ou 15 jours, et on fera après à ce moment-là un comprimé le matin, un comprimé le midi, parfois pas plus, parce que ça va dépendre de ce que le médecin aura constaté à l'examen. L'écueil à éviter absolument, c'est de ne pas trop augmenter la dopamine, c'est-à-dire la levodopa, parce que si on augmente trop cette dopamine ou dopa ou levodopa, eh bien, le risque, c'est d'avoir la même chose qu'avec les agonistes dopaminergiques, c'est-à-dire qu'on ait plus d'hallucinations, plus de confusion, etc. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver. Et cet équilibre, il est plus simple dans la maladie de Parkinson, parce que dans la maladie de Parkinson, on monte les doses, et souvent, ce n'est pas problématique. Tandis que dans la maladie à corps de Lévy, si on monte trop les doses de levodopa, bien, on va vers les effets secondaires qu'on ne souhaite pas. Le traitement des troubles du comportement au sommeil paradoxal, eh bien, ce traitement des troubles du comportement au sommeil paradoxal, c'est la mélatonine. Et la mélatonine, 3 mg à 12 mg, 1 heure avant le coucher, en préparation magistrale, ou alors sous forme buvable. J'insiste que ça doit être de la mélatonine à libération immédiate. La mélatonine LP, ou à libération prolongée, donc qui va se libérer progressivement sur toute la nuit, est complètement inefficace. Aucun intérêt. Elle peut avoir des intérêts pour autre chose, mais pas pour ça. Et donc là, c'est vraiment la libération immédiate qui est importante. Je le dis parce que parfois, on fait des prescriptions, nous médecins, de libération immédiate et on se retrouve avec des patients qui prennent de la libération prolongée. C'est le pharmacien qui n'a pas bien fait son travail, et ça arrive malheureusement. Et donc, le pharmacien doit bien donner ce qui est indiqué sur l'ordonnance, c'est-à-dire de la mélatonine à libération immédiate. Il arrive que la mélatonine ne fonctionne pas et que les troubles du comportement sommeil paradoxal soient très pénibles pour le patient parce qu'il peut tomber du lit, parce qu'il se fait mal ou qu'il fait mal à son conjoint. Donc on peut éventuellement à ce moment-là essayer le Rivotril ou clonazepam, mais attention, c'est un médicament qui est très sédatif et donc qui peut entraîner des choses embêtantes. Moi, j'ai essayé il y a 6 mois de ça, plus de 6 mois, un peu de clonazepam, c'est-à-dire une goutte de clonazepam. Mon patient avait dormi plus de 24 heures. Donc, j'évite en général le clonazepam, mais quand on n'a pas le choix, on tente et on prévient que ça peut éventuellement mal se passer. Et si ça se passe mal, eh bien, on ne reprendra plus de clonazepam, évidemment. Donc, le traitement de référence, c'est vraiment la mélatonine à libération immédiate. La dépression, c'est un autre point très important. Eh bien, la dépression, il faut la traiter. Évidemment, il faut la traiter avec une psychothérapie, si le patient est d'accord, c'est-à-dire qu'il puisse parler de ses soucis, de pourquoi il souffre, etc. Mais il faut aussi le traiter par des médicaments. Et les médicaments, là, sont divers et variés. Ceux qui me semblent intéressants, c'est les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui vont augmenter la sérotonine dans le cerveau, qui est elle aussi une autre hormone du cerveau, qui baisse beaucoup dans la maladie à corps de Lévy, et qui est essentielle au cerveau. Mais ça peut être aussi un IRSNA, c'est-à-dire un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, c'est-à-dire là, c'est un médicament qui augmentera à la fois la sérotonine et à la fois la noradrénaline, qui est une autre hormone du cerveau, un autre neurotransmetteur du cerveau. Un exemple étant la venlafaxine. Ces deux médicaments sont intéressants. Attention, il y a certains inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui sont contre-indiqués, notamment le citalopram est souvent mal supporté chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy. En tout cas, ça avait été montré dans une étude et c'est un peu notre expérience aussi sur Strasbourg. Alors, après, il y a des patients qui le supportent bien, mais il y a des patients qui ne le supportent pas bien. Et on peut utiliser aussi d'autres médicaments contre la dépression. On peut aller même jusqu'au thymorégulateur, c'est-à-dire médicaments qui vont éviter les récidives de dépression. Et notamment la lamotrigine est un traitement qu'on trouve, nous, intéressant sur Strasbourg. Mais j'aimerais insister que là-dessus, on a très, très peu d'essais cliniques, d'essais thérapeutiques. Donc, il n'y a pas de, comment vous dire,
il n'y a pas de recette pour la dépression, hein. Il faut faire confiance à son médecin, à son psychiatre, à son neurologue, à son gériatre sur ces questions-là. L'anxiété chronique, eh bien, souvent, en première intention, j'ai tendance à utiliser aussi un antidépresseur qu'on appelle la sertraline, avec souvent une efficacité intéressante au bout d'un mois. Maintenant, ça ne marche pas tout le temps, mais l'anxiété, vous l'avez vu, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose dont il faut s'occuper vraiment, hein, puisqu'on a jusqu'à 60 à 80% des patients qui peuvent avoir une anxiété chronique, ce qui n'est pas rien. La catatonie, alors la catatonie, ça c'est un symptôme tout à fait particulier avec des choses un peu tout à fait étonnantes, avec des patients qui peuvent garder les positions, qui sont comme paralysés et qui parfois est difficile à différencier du syndrome parkinsonien. Mais là, le traitement, ce sont des benzodiazépines et en particulier le lorazépam ou Temesta est très efficace. Nous, on a constaté ça sur plusieurs patients atteints de catatonie qui avaient une maladie à corps de Lévy. L'hypotension orthostatique. Alors, l'hypotension orthostatique, c'est très fréquent, hein. C'est ces patients, quand ils se lèvent, qui ont des vertiges ou alors qui vont faire facilement des syncopes dès qu'ils vont changer de position. Là, la première règle là, pour éviter l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire cette baisse drastique de la tension quand les patients se lèvent, c'est finalement de diminuer les antihypertenseurs. C'est sûr que si le patient il a 85 ans et il a 5 antihypertenseurs, il en a peut-être un peu trop. Donc, avant de donner d'autres médicaments, bah, on baisse, voire on arrête un certain nombre d'antihypertenseurs. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle les bas de contention, mais leur efficacité n'est pas clairement démontrée. Ce qui semble plus intéressant d'après la littérature, et que j'utilise moins un peu, avec comment dire, une certaine réussite chez certains patients, c'est la ceinture abdominale. Pour le reste, il y a des médicaments, hein. Donc, imaginons un patient qui n'a pas d'antihypertenseur ou très peu, et qui a toujours cette hypotension quand il se lève, eh bien, on peut utiliser soit l'amidodrine ou Gutron, soit la fludrocortisone ou Flucortac, qui ont une très bonne efficacité. Donc, c'est des médicaments intéressants vraiment contre l'hypotension orthostatique. Hypotension orthostatique qui en plus favorise les chutes. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler et lutter. Bah, la constipation, c'est un vrai problème dans la maladie à corps de Lévy. Et donc, ce qu'il faut faire au début, c'est des choses très simples, hein, c'est-à-dire augmenter les fibres, par exemple les pruneaux ou les fruits en général. Faire de l'activité physique, ça c'est aussi un problème, c'est-à-dire que les patients font moins d'activité physique et donc, ils ont plus de constipation, parce que c'est sûr que si on est toujours assis, ben, on est constipé. Donc, la marche. Et puis, bien s'hydrater, parce que finalement, pour qu'il y ait un bon transit intestinal, il faut qu'il y ait une bonne hydratation, hein, c'est-à-dire au moins 1 litre, 1,5 litre par jour, au minimum, au minimum. Si on ne s'en sort pas, bien, on peut utiliser des laxatifs non irritants comme le lactulose ou le macrogol. Et parfois, on ne s'en sort pas du tout, donc il faut aller jusqu'au lavement, hein, donc quelque chose qu'on injecte en intrarectal, notamment le Normacol, qui est assez utilisé et assez efficace. Il arrive parfois, dans de rares cas, que cette constipation persiste, probablement, hein, et ça c'est important de le comprendre parce qu'il y a des corps de Lévy à l'intérieur de l'intestin, hein, il y a des corps de Lévy à l'intérieur de l'intestin, et donc comme il y a ces corps de Lévy à l'intérieur de l'intestin, il y a une sorte de paralysie intestinale, et là d'une certaine manière, bah, il va falloir mettre un petit peu du donépésil ou de la rivastigmine pour l'intestin, et le donépésil ou la rivastigmine pour l'intestin, c'est ce qu'on appelle le mestinon ou la pyridostigmine, et on peut effectivement avoir un intérêt à donner ce type de médicament. Mais attention, il a les mêmes effets secondaires que le donépésil et la rivastigmine, donc il faut faire attention s'ils sont associés. Il vaut d'ailleurs mieux ne pas les associer, ou alors baisser un petit peu les doses du donépésil ou la rivastigmine, et vérifier qu'il n'y a pas de conséquences cardiaques. Mais il m'est arrivé de mettre avec succès ce type de médicament dans la maladie à corps de Lévy. Donc vous voyez que la stratégie thérapeutique, elle est en termes médicamenteux, elle est multiple, hein. On va aller sur les hallucinations avec. Alors, la première ligne, c'est souvent les troubles cognitifs avec ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'acétylcholinesterase, c'est-à-dire donépésil, rivastigmine. On va agir sur le sommeil avec la mélatonine à libération immédiate. Et puis après, en fonction des symptômes gênants, on va s'occuper des hallucinations et du délire avec la clozapine, du syndrome parkinsonien avec la levodopa, de la dépression et de l'anxiété avec les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine comme la sertraline, et puis avec l'hypotension orthostatique, notamment avec la fluorocortisone ou la fludrocortisone, et la constipation, le lactulose, mais d'autres dont je vous ai déjà parlé. Un petit mot sur les essais thérapeutiques, je suis désolé, c'est un petit peu long, mais c'est important, puis après on parlera du nom pharmacologique. Donc pour les essais thérapeutiques, il y a eu 2 essais thérapeutiques il y a quelques années, avec Axovan notamment qui était négatif, donc je n'en parle pas, avec l'essai thérapeutique Delphia des laboratoires Eisai, donc c'était avec le médicament E2027, qu'on appelle aussi l'irsénontrine. Alors malheureusement, ils n'ont pas présenté ces résultats-là
enfin, ils l'ont pas ils l'ont présenté à un congrès, mais ils ne l'ont pas publié dans un article, donc on n'a pas les résultats dans le détail. Mais d'après ce qu'ils nous disent, il semblerait que donc, chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy pure, c'est-à-dire sans lésion alzheimerienne, il existerait un bénéfice potentiel de cette hirsénontrine. Et donc là, ils sont en train de réfléchir à faire une nouvelle étude pour tester ce médicament chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy sans lésion alzheimerienne. Un autre médicament qui semble potentiellement intéressant et qui agirait sur les neurones cholinergiques, donc sur cette fameuse acétylcholine, mais directement sur les neurones aussi, et aurait un effet bénéfique sur les neurones d'après ce que dit le laboratoire, eh bien, ils ont montré qu'il y avait à la fois un effet bénéfique sur les fonctions cognitives mais aussi sur les aspects fonctionnels, c'est-à-dire le quotidien, le téléphone, les transports, etc. Et aussi sur la marche, hein, avec le TUG, hein, c'est Time Up and Go Test, c'est un test où on fait lever le patient, il marche 3 mètres, il revient, il se rassoit, et on calcule le temps. Eh bien, les patients semblaient avoir un bénéfice avec le neflamapimod. Donc là, il y a une phase 2B, donc c'est une phase un peu proche de la phase 3, qui est la phase après où le médicament pourrait arriver en pharmacie. Donc il y a une phase 2B qui est en cours aux États-Unis, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. On attend ces résultats-là. On espère que, évidemment, on aura une bonne nouvelle, mais on ne peut pas en être certain. On passe maintenant au traitement non médicamenteux de la maladie à corps de Lévy. Alors, dans les traitements non médicamenteux de la maladie à corps de Lévy, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il va falloir s'occuper du patient globalement, faire une prise en soin. Et le plus tôt possible, dès que le diagnostic est posé, il faudra faire une déclaration d'ALD, hein, d'affection longue durée, de manière à ce que le patient soit remboursé pour tous les frais liés à la maladie à corps de Lévy, que ce soit les aspects pharmacologiques, c'est-à-dire les médicaments, ou les aspects non pharmacologiques, notamment orthophonie, kinésithérapeute, neuropsychologue, etc. Il sera important souvent d'avoir un suivi psychologique au début à l'annonce du diagnostic, si le patient le souhaite, évidemment. Et puis, on peut envisager, dès le départ, dès le stade de trouble cognitif léger, ce qu'on appelle une remédiation cognitive. Alors, la remédiation cognitive, c'est le fait de travailler les fonctions cognitives, travailler les difficultés qu'on a. Alors, souvent, dans la maladie à corps de Lévy, il y a des troubles de l'attention. Souvent, dans la maladie à corps de Lévy, il y a des troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire des difficultés d'organisation. Et donc, l'orthophoniste, là, est vraiment un rôle très important. Et il faut commencer ça le plus tôt possible. Le neuropsychologue aussi éventuellement, mais le problème, c'est que le neuropsychologue n'est pas remboursé. Donc, c'est problématique. Au stade de démence légère, eh bien, on continue le suivi médical régulier, on continue le suivi psychologique s'il est nécessaire. On informe sur les aides possibles via l'assistant ou l'assistante sociale, notamment les services à la personne. Et puis, on va continuer l'orthophonie, la neuropsychologie. Souvent, on aura besoin là, à ce moment-là, d'une kinésithérapie pour lutter contre le syndrome parkinsonien, pour lutter contre les problèmes d'équilibre, pour comment dire, lutter parfois contre les douleurs aussi. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on a besoin du kinésithérapeute. On pourra mettre aussi en place ce qu'on appelle les équipes spécialisées Alzheimer. Alors, elles portent mal leur nom, malheureusement, parce que ce n'est pas que des équipes pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi des équipes pour la maladie à corps de Lévy. Alors là, je vous ai donné l'exemple du phare, hein, c'est le nom de cette équipe à Strasbourg, et donc c'est 15 séances par an, c'est-à-dire en gros une séance par semaine à domicile pendant environ 3/4 d'heure, et qui vont travailler les fonctions cognitives, souvent de façon ludique. Alors ça peut être avec une tablette, ça peut être en faisant des jeux, l'essentiel étant de stimuler les fonctions cognitives, c'est-à-dire l'attention, pourquoi pas la mémoire aussi, et les fonctions exécutives. C'est bien aussi d'avoir des contacts avec les associations de patients. Alors, chez nous, c'est Alsace Alzheimer qui est localement, mais évidemment, il y a aussi A2MCL, hein, A2MCL avec qui vous pouvez avoir un contact direct et qui fait des réunions distancielles partout en France. Donc, important cela. Ensuite, au stade de démence modérée, on peut demander à ce moment-là une aide financière si la personne a plus de 60 ans. Si elle a moins de 60 ans, c'est un autre type d'aide financière qui s'appelle l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Et là, il va falloir comment dire, aussi renforcer tout ce qu'on a dit, l'orthophonie, les ESA, la kinésithérapie, mais il faudra aussi des aides à domicile et il faudra parfois aller aussi en accueil de jour. Et puis au stade de démence sévère, ça devient très très compliqué. Et souvent, c'est très compliqué que le malade puisse rester à la maison parce que là, il faut avoir des soignants 24 heures sur 24 et souvent, le patient sera mieux en EHPAD ou alors en unité de vie protégée. Ce qui est important dans ces EHPAD et ces unités de vie protégée, c'est qu'il y ait un PASA, ce qu'on appelle un pôle d'activité de soins adaptés, c'est-à-dire qu'il y ait des animations, des activités, de la musique, du chant, des activités cuisine, des activités jardin, peu importe. En tout cas, il faut vérifier. Hein, le mot-clé dans les EHPAD, c'est PASA.
Et puis, si le patient a des gros troubles du comportement, toujours très délirant, avec des hallucinations, il peut aller dans ce qu'on appelle les unités d'hébergement renforcé, qui sont des EHPAD, mais qui ont l'habitude des problèmes de comportement. Voilà, la remédiation cognitive individuelle, c'est important, c'est-à-dire le fait d'aller voir l'orthophoniste une fois par semaine pendant au moins 3-4 mois de l'année, ça entraîne un bénéfice. Quel type de bénéfice ça entraîne? Eh bien, ça recule l'entrée en EHPAD, donc ça recule d'une certaine manière, si vous voulez, la dépendance par rapport aux autres prises en charge plus usuelles. Donc vraiment, orthophoniste ou neuropsychologue une fois par semaine pendant au moins 3-4 mois de l'année, c'est important. Voilà, alors le médecin doit faire une prescription de ce type-là, un bilan orthophonique et remédiation cognitive, de l'attention, du langage et des fonctions exécutives, ou alors si c'est l'ESA, donc l'équipe spécialisée Alzheimer, remédiation cognitive par ESA une fois par semaine à domicile pendant 15 séances. C'est très simple, il suffit après de trouver l'ESA proche de chez soi. Normalement, il y a une équipe spécialisée Alzheimer dans tous les territoires. Voilà, ça c'est par exemple l'ESA dans notre territoire sur Strasbourg avec le phare, avec cette image sympathique, parce qu'on peut aussi aller dans le jardin de la maison et faire des activités jardinage ou faire d'autres activités évidemment. Voilà, donc le traitement, si je devais le résumer, pour les troubles cognitifs, donépésil ou rivastigmine, pour hallucinations et délire, clozapine à faible dose, pour le syndrome parkinsonien, la levodopa à faible dose, pour les troubles du comportement, sommeil paradoxal, la mélatonine, mais à libération immédiate, j'insiste. Pour la dépression, l'anxiété chronique, ces médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou alors les imiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Toujours important, l'orthophonie pour la cognition et la déglutition, dont je n'ai pas eu le temps de parler. L'équipe spécialisée Alzheimer pour la cognition et la kinésithérapie pour la marche, éventuellement les douleurs. Mais surtout, finalement, un traitement adapté à chaque patient, c'est-à-dire un traitement personnalisé.